recevoir un message en disant que c'est débuté. Et voilà. Voilà, oui. Bingo. Excellent. On peut amorcer ça. Il est 10 heures. Vas-y, mon Paul. Oui. Bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir. Vous êtes à l'atelier Renouveler son opinion, une pensée flexible. Je me présente Paul Cadieux. Je suis leader pédagogique. J'ai été. Je vais juste changer. Paul Cadieux, je suis leader pédagogique au Centre franco-ontarien. Je suis avec mon collègue. Vas-y. Grégoire Lefebvre, et puis moi aussi, leader pédagogique, et puis nombreuses années à la direction, dont 12 ans à la direction de l'École secondaire catholique Algonquin. Donc, à ma 4e année au niveau du projet tactique. Une belle deuxième expérience de vie professionnelle. Vas-y, mon Paul. Moi aussi, c'est moi qui... J'ai été à la direction au CSDCEO pendant 20 ans. J'ai enseigné pendant 11 ans également. Et puis, cet été, eh bien, Greg et moi, nous avons lu, sans même en avoir parlé avant, moi, j'ai lu le livre de Adam Grant, Le pouvoir de la pensée flexible. Et Greg, lui, a lu le livre d'Adam Grant, Think Again. Et donc, on a concocté un petit atelier au sujet de tout ce qui a été proposé dans le livre d'Adam Grant. Et puis, on souhaite que ça puisse vous être utile comme direction d'école, façon de penser avec plein d'événements qui se passent au quotidien dans la vie d'une direction adjointe. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir vous aider à bien entreprendre quoi que ce soit que vous aurez comme rencontre dans votre quotidien à partir d'aujourd'hui. Donc, vas-y, mon Greg. On peut... Merci, mon Paul. Oui. Oui, vous allez recevoir dans le clavardage, en passant à l'ensemble de la présentation, ici, on a eu permission d'Adam, on a communiqué avec, et puis il nous donne tout droit de se servir de l'ensemble de sa de ce qu'il propose dans son livre, comme on semble bon. Et puis, donc, Paul ajoute au niveau de la boîte de clavardage, il va y avoir 2 bandes dessinées. Donc, la première, on vous demande de prendre le temps de lire et puis juste de contempler. Et puis ensuite, le deuxième. Donc, ici, comme direction, on est souvent, on fait face à des situations complexes et puis on est sujette justement à prendre des décisions. Et puis ces 2 optiques-là viennent en jeu. 1, la complexité, et 2, toute la composante de la réalité naïve, nos perceptions, on croit en étant la réalité, puis on va y revenir un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, nos 3 résultats d'apprentissage sont les suivants. Premièrement, reconnaître les opportunités d'apprentissage lorsque nous sommes sujets à une dissonance cognitive. Et puis, si vous n'êtes pas certain encore c'est quoi la dissonance cognitive, on va le voir tantôt. Et puis, aussi, créer dorénavant une culture qui encourage le partage des opinions et des idées divergentes. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est inné chez l'être humain. On n'aime pas être sujette à des croyances ou à des idées qu'on n'avait pas contemplées, puis ça crée un malaise. On va le voir tantôt. Et puis aussi reconnaître que l'innovation provient généralement d'idées non conventionnelles. On croit que c'est additif, ce n'est pas du tout le cas. Les recherches démontrent clairement que généralement, les initiatives vont venir d'idées tout à fait divergentes de qu'est-ce qu'on explorait. Donc, ce sont nos 3 résultats d'apprentissage. Donc, Paul, à nouveau,
va placer au niveau de la boîte de clavardage 2 citations, et puis on vous invite de lire et puis de tout simplement contempler ce que ça représente dans votre vie comme direction. Donc, je vois le premier. Merci, Paul. Ça s'en vient. Oui, on prend son temps. Oui, c'est beau. Et puis, vous avez le deuxième. Donc, vous avez certainement remarqué que les 2 citations, c'est en fait une dichotomie. Ils se trouvent tout à fait à l'opposé du spectre. Donc, on ouvre le forum ici quand même. On est 9, une dizaine. On peut facilement ouvrir le micro. Comment est-ce que cette dichotomie s'applique aux réalités de direction? Donc, gênez-vous pas, partagez ce que vous croyez, ce que ça l'implique ici. Évidemment, on est pris dans un dilemme où on est souvent appelé à évaluer et puis possiblement changer de cours de route, mais on a aussi le dilemme à l'intérieur de ça de maintenir le cap par une certaine détermination ou s'il y a des objectifs à atteindre. Donc, en bout de ligne, on va aller regarder. Je vous invite, si jamais vous avez des commentaires à inscrire dans le clavardage ou vous voulez prendre la parole n'importe quand pendant notre présentation, ça nous ferait plaisir ouvrez de votre pouvoir micro. Échanger. Ouais, simplement ouvrez votre micro. Sylvie. Je vois qu'il y en a 2, justement. Maryse, oui, je vois qu'il y en a plusieurs même qui ont leur micro ouvert. Donc, allez-y, c'est à vous. Alors, moi, c'est Sylvie. Moi, c'est la première qui me parle un peu plus. Le progrès est impossible sans changement et ceux qui ne peuvent jamais changer d'avis ne peuvent ni changer le monde ni se changer soi-même. Alors, moi, je m'arrête là parce que je me dis, c'est des barrières. Des fois, on s'impose des barrières, puis on s'en rend même pas compte. Des barrières au changement comme, tu sais, on a des idées fixes, on a des billets. Et puis, si on n'est pas capable de changer nous-mêmes, de remarquer les barrières qui nous empêchent de changer, comment allons-nous inspirer les gens autour de nous à ce changement-là? Puis dans une école, écoute, on le sait que la mobilisation d'équipe, c'est crucial. Puis les gens qui travaillent avec nous ont toutes leurs bagages. Donc, je pense que c'est important que nous, on reconnaisse nos barrières à nous pour les surmonter, apprendre, pour après ça aller influencer les autres. Fait que moi, la première me parle beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre commentaire? Donc, c'est bon. Donc, Paul, on poursuit. C'est à toi. Oui, j'y arrive. Je veux juste être à la bonne diapositive. Oui, t'es bien là, mon chum. Oui. Écoutez, moi, je veux simplement vous mettre dans un contexte. J'aimerais ça que vous puissiez essayer de deviner de qui je parle. Je parle de non-tarien, un génie qui s'est démarqué dès l'âge de 4 ans. Je ne vous donne pas son nom. Essayez de trouver son nom, si vous le connaissez. Ce génie-là a réussi à confectionner un tourne-disque avec des Legos. Au secondaire, il réparait des téléviseurs, des ordinateurs. Il a même fabriqué un bouton pour un genre de témoin là, pour des activités comme Reach for the Top. Il a créé un code barre pour les cinémas. Ce génie-là a même abandonné son programme en génie électrique 1 mois avant la fin, avant son bal de finissant. C'est lui qui a créé un journal local, il a même créé des panneaux solaires. Il a reçu, on l'a décoré parce qu'il avait lu tous les livres de sa bibliothèque municipale. Savez-vous c'est qui? Je continue. Son modèle d'ingénierie
a modifié vraiment. Elle était hors de l'ordinaire. Puis a modifié le comportement des jeunes, des ados, des adultes des derniers 20 ans. Si vous avez une idée, là, faites juste inscrire oui ou non, ou peut-être un non dans le clavardage. Je vous invite à y réfléchir. Qui est ce Canadien, cet Ontarien-là? Et puis, je ne vois rien dans le clavardage présentement. Peut-être que je suis trop vague, mais c'est pas grave. Là, peut-être que ça va vous donner une idée. C'est qui? C'est qui, ce gars-là? Monsieur Lazaridis, le fondateur de BlackBerry. Le fondateur de BlackBerry était un génie. Vous pouvez vraiment le reconnaître pour ceux qui ont peut-être déjà utilisé un BlackBerry. Il était vraiment avant-gardiste, puis il a créé une révolution. Je vous dirais que son tendon d'Achille, sa façon de faire, sa façon de penser, a même été responsable de son autodestruction parce que Mike se croyait infaillible. Puis, même dans ses propos dans le livre, on a lu, moi et Greg, et vous l'avez sûrement entendu, il posait « Qui es-tu » pour me questionner, pour changer le BlackBerry. Connais-tu de mon passage? Qui es-tu pour me suggérer d'autres pistes? C'était un peu ce qu'il disait à ses employés lorsqu'il était au sommet. Donc, Grégoire, à ce moment-ci, je ne pas me tromper dans mes diapos, là. C'est encore les données, mon pote. C'est encore toi. C'est ça. C'est encore à moi. Excusez. C'est comme... Là, je fais un lien avec Mike Lazaridis, mais vous savez qu'en éducation, le lien, là, en éducation, même en médecine, en 1950, mais ça prenait 50 ans avant de doubler la connaissance au niveau de la médecine. En 1980, c'était 7 ans et demi. En 2012, 3 ans. En 2022, on a mis un point d'interrogation parce qu'on ne le sait pas. Ça va tellement vite. Mais si on fait avec notre travail, si on fait le parallèle avec notre travail à la direction d'école, quand on doit implanter des choses dans nos écoles, dans les salles de classe, on dit que les nouvelles connaissances, ça peut prendre en moyenne plus de 10 ans avant de se manifester dans une salle de classe. Alors, on peut se questionner, n'est-ce pas? Donc, je poursuis encore. Puis, dans notre modèle que l'on a en éducation, on va dire en éducation dans les écoles françaises de l'Ontario, pourquoi, j'ai deux questions, là, pourquoi certains élèves réussissent très bien dans le milieu scolaire, avec de super belles notes élémentaires, secondaires, mais ces élèves-là réussissent moins bien sur le marché du travail? Pourquoi certains élèves, encore dans notre milieu scolaire, réussissent moins bien à l'école, ils réussissent très bien au niveau du marché du travail? Je ne vous apprends rien là-dedans, là. Mais c'est encore des constats qui sont assez actuels. Greg, vas-y. Donc là, maintenant, on passe au fondement de la nature humaine. Et puis, ce que je vous partage découle de Leon Festinger ou encore de Daniel Kahneman, entre autres, Robert Sapolsky, plusieurs ici. Et puis, on cherche le familier. La nature humaine cherche à tout prix le familier, le commun. Et puis, on va se rallier justement à ce familier-là, au commun. Et puis, c'est ce qui nous sécurise. Et puis, évidemment, il y avait une composante évolutionnaire à ça. Ce qu'on connaît, il y avait beaucoup moins de risques de se faire bouffer ou encore de vivre des épisodes malheureux. Donc, je vais vous décrire ici 6
composante de la nature humaine. Et puis, je ne pourrais pas rentrer en grand détail, faute du temps qu'on a à notre disposition, mais quand même, je vais vous les définir. Donc, je pense au premier, et puis c'est le biais de confirmation. Et puis encore, c'est un raccourci au niveau de notre processus cognitif. Et puis, ce que c'est qu'on cherche les informations qui confirment nos croyances. Et puis, on omet aussi les informations qui viennent contredire en sorte ce qu'on croit. Donc, c'est un comportement humain très inné qui a un impact assez majeur au niveau de nos actions, en fait, d'éducateurs. Évidemment, si on veut se rallier à ce qu'on croit comprendre et puis omettre, il y a des incidents très désavantageux pour possiblement des élèves ou des situations. Donc, biais de confirmation encore. Le deuxième, aussi, on l'a tous vécu, c'est les biais de désirabilité. Donc, social. Ici, encore, on veut faire partie du groupe. Encore, c'est une composante évolutionnaire. On doit comprendre, 10 000 ans passés, la vulnérabilité de ne pas faire partie du groupe. Donc, si pour bien paraître aux yeux des gens, pour demeurer quand même partie du groupe, je vais dire ce qu'elles souhaitent entendre au lieu de ce que je pense vraiment. Puis on l'a tous fait, ça. Où ce qu'on a participé, on a demeuré au niveau du groupe, et puis on se confie à un ami un petit peu plus tard. J'aurais dû le dire, mais je ne l'ai pas dit. Donc encore, c'est une nature humaine qui est instinctive pour assurer notre survie. Donc, deuxième comportement. Le troisième, le paradoxe d'Abilène. Donc, ici, je vais prendre position d'après ce que je crois est l'opinion ou la perception majoritaire du groupe. Donc, il y a un groupe, et puis avant, je me prononce d'après ce qui semble être l'opinion majoritaire. Puis en passant, l'histoire est souvent expliquée d'après le paradoxe d'Abilène, entre autres la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est produit en Allemagne, beaucoup de l'adhésion des comportements des gens. Et puis présentement, on est en train de vivre en Russie. Ça fait partie de ce dilemme ici, du paradoxe d'Abilène. Je poursuis avec le quatrième. Je l'adore celui-là. La réalité naïve. C'est de croire que nos propres perceptions du monde sont la réalité absolue et qu'il n'existe pas autre possibilité. Donc, la façon que moi je vois les choses, là, ça, c'est la vérité. Puis la façon que je comprends les choses, c'est la réalité. Puis on le fait continuellement en direction. Écoute, on doit, à l'intérieur de ça, agir. Donc, il faut garder en tête que peut-être ce n'est pas tout à fait. Et puis, ici, vous avez tous entendu de Dunning et Kruger. Et puis, c'est lorsque les connaissances et les compétences pour atteindre l'excellence nous font défaut. Il nous manque aussi parfois les connaissances et les compétences pour juger l'excellence. Donc, les gens ici, ce que Dunning et Kruger proposent, c'est que les gens ne peuvent pas atteindre l'excellence à cause qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne peuvent pas constater, puis dans nos vies, on remarque souvent des situations, ben voyons, ben encore, ça revient à la perception qui vient toucher aussi la réalité naïve. Donc, la façon qu'on comprend les choses. Donc, ça, c'est en lien avec la réalité naïve. Et le dernier, qui est le parapluie de l'ensemble de ces comportements ici, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est le malaise qu'on ressent lorsqu'on est exposé à des informations qui sont contradictoires à ce que l'on croit.
Donc, l'idée est faite, on comprend parfaitement bien une situation où, tu sais, un dynamisme, et puis là, on est exposé à des informations qui sont un peu contradictoires. On sent un malaise, et puis on réagit à ça. Donc, on ouvre le forum en vous posant la question suivante. Quel est l'impact des 6 comportements que je viens de vous partager dans nos fonctions comme direction? Donc, quel impact est-ce que ça a dans nos fonctions? Donc, j'ouvre le forum encore, gênez-vous pas, ouvrez votre micro et puis on vous écoute. Je pense que quelqu'un qui essaie Laurent, de c'est à parler. toi? Laurent, oui. Oui, vas-y, Laurent. Ben, moi, je dirais que la dissonance cognitive est très importante pour les directions d'école parce que la perception de la direction, lorsqu'elle est différente de la perception des membres du personnel, c'est là où on a un problème autour de la vision et autour de l'engagement du monde dans l'école. C'est là où ça devient important que la direction aligne sa vision et sa perception de cette vision-là avec celle de son personnel. Je trouve que c'est l'élément le plus important. Et puis le facteur du paradoxe d'Abilène au niveau de la perception du personnel, quel impact est-ce que tu vois, toi, dans le comportement ici de ta communauté scolaire? Ben, pour être un peu honnête, je pense que j'ai manqué celle-là. J'étais un peu distraite. Abilène, tu veux faire partie du groupe, donc tu vas t'adhérer à ce que les autres proposent, même si tu n'es pas d'accord. Donc, tu t'adhères à un comportement qui peut-être te déplaît un peu ou tu ne partages pas cette opinion-là, mais pour faire partie du groupe, tu t'adhères et puis tu choisis de tout simplement y participer. Ben, je dirais que ça, c'est dangereux. Comme leader authentique, là, ça veut dire que tu es en conflit avec tes valeurs. Et lorsque tu agis même, il y aura un moment où tu ne te sentiras pas en équilibre. Et le ballon va revenir, puis comme il faut toujours essayer de trouver un moyen soit de rejoindre les autres en étant convaincu soi-même ou d'essayer de faire voir que les autres s'engagent à ton idéal. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut être authentique avec soi-même. Tout à fait. Tout à fait. Sylvie, on va te permettre ici, puis on passera à autre chose, mais c'est à toi, Sylvie. Merci beaucoup, Laura. Bien, que je vois, en fait, je les vois, ils ne sont pas tous pareils, évidemment, ils sont très différents, mais l'impact de ces comportements-là sur nos fonctions comme direction, c'est vraiment, je reviens, comme j'ai dit tantôt, la mobilisation d'équipe. Alors, il faut connaître ces comportements-là, il faut savoir les reconnaître d'abord chez nous, pour ensuite les reconnaître chez les autres, pour pouvoir travailler avec ces gens-là, bâtir leurs capacités, les rendre aussi conscients de leurs barrières. Et puis, pour le paradoxe d'Abilène, je fais un peu un parallèle avec la culture de gentillesse. Tu sais, les gens vont parler et vont dire « Ah, tu sais, par exemple, quand vient le temps de la dotation, là, ah, nous autres, au cycle moyen, on veut tout anglais comme spécialiste. » Puis là, les autres font « Ah, oui, oui, mais dans leur tête, ils pensent « Non, moi, je veux pas anglais, je veux science. » Une personne va à la direction, puis va dire « Hey, tout le monde au moyen, là, tous les profs, on veut tout anglais, là. » Puis là, la direction fait « Ah, c'est bizarre parce que les papiers que j'ai eus, ça dit que la majorité veulent science. » Là, tu retournes sur le terrain. Tu sais, là, j'entends des rires, mais c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Fait que
Moi, Absolument. je trouve ça vraiment drôle, ce paradoxe-là. C'est la première fois que j'entends. Le paradoxe, je vais aller vraiment lire là-dessus, mais ça me fait penser à cette culture de gentillesse où on fait puis dans le fond, on est en train de penser complètement autre chose. Pour une direction d'école, c'est du temps qu'il faut investir pour vraiment aller voir chaque personne, parce que c'est pas parce qu'il y en a une qui le dit. Fait que ça a vraiment un gros impact sur le climat scolaire, je pense. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de partager. Écoute, Paul, c'est à toi. On Oui, poursuit. On va vous donner des stratégies maintenant. Donc, Paul, vas-y. bien, c'est ça. On prétend pas nécessairement avoir la vérité de la palisse, comme on dit, dans tout avec ce que Greg vient de vous proposer, mais on va tenter dans le quotidien là, de vraiment essayer de vous offrir des stratégies parce que, comme direction, c'est ça, il faut être conscient des événements auxquels on fait face quotidiennement. Je reprends, ici, on reprend les résultats d'apprentissage. On veut vraiment que vous puissiez reconnaître ces occasions-là, puis être capable de penser peut-être autrement lorsque vous ferez face à des situations à partir de demain matin ou d'après-midi. Donc, je poursuis avec l'approche scientifique. Là, vous avez sûrement déjà vu cette roue-là où je pense que c'est tellement important que l'on puisse se reconnaître que dans nos discussions, ben, l'importance de se baser sur des faits et puis pas avoir peur lorsqu'on a de bonnes données, de bons faits, de oser. Il n'y a jamais rien de parfait. Pour ceux qui ont assisté aux ateliers, pas aux ateliers, mais aux conférences avec Farah Alibé, elle le disait dans sa conférence il y a 2 jours, il faut être confronté à des façons de penser différentes, puis il faut essayer, il faut oser. Puis quand on a tenté une option, il ne faut pas avoir peur de revenir, puis de réessayer, de travailler à nouveau. Donc, l'approche scientifique, elle est très, 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 c'est une approche on ne peut pas manquer notre coup lorsque on se fie à une telle approche. Je vous partage Greg? je vous partage les 2 prochains comportements pour contrer justement les 6 risques par une observation. C'est une étude des caractéristiques des grands présidents américains. Et puis, on a identifié dans l'étude des grands présidents américains 2 comportements qui revenaient chez tous les présidents qu'on avait identifiés comme efficients, puis avaient fait vraiment des belles choses lors de leur mandat. Et puis, je vous invite ici dans le chat de peut-être proposer rapidement quelles pourraient être 2 de ces caractéristiques-là qui reviennent chez les grands présidents. Bon, que justement sont des grands présidents. Donc, y a-t-il des idées qui vous viennent à la tête? Qu'est-ce qui distingue les grands présidents de peut-être On dit un l'authenticité. comportement? Oui, oui. Beaucoup de lecture qui nous vient de Pierre. Oui. Laura, la communication. Communication, Laura. Ouais. Écoutez leur employé. Ben, je vais vous dire, on a déjà, on va passer ici, Paul, si tu veux passer à la prochaine diapo, on les a déjà nommés, on a déjà, on a un regroupement très éclairé. Ici, justement, c'est la composante de la lecture. Et puis, c'est pas de lire de façon étroite, mais c'est de lire très large et continuellement de s'exposer à des apprentissages aussi larges que possible. Et puis, le deuxième ici, c'est d'avoir une grande, grande ouverture à contempler
des idées et des opinions divergentes de la sienne. Et puis, c'est pas évident, ça. On le sait, ça. Lorsque quelqu'un nous arrive, on a planifié, on est tout organisé, on sait où on s'en va, puis là, on nous lance des idées qui sont un peu divergentes, qui nous fait mettre les freins. Ben, c'est justement de le contempler, de ne pas réagir immédiatement, de se donner un 24 heures, de se donner un 36 heures, à vraiment contempler lorsque possible. Donc, ce sont les deux caractéristiques ou les comportements qui permettent de contrer ce qu'on a vu plus haut. Le prochain, je crois que c'est à toi, mon pote. Oui, puis je fais le parallèle avec Mike Lazaridis, avec le BlackBerry, tantôt. Bien, je vais vous amener à l'opposé. À l'opposé, si je vous parle de Steve Jobs, lorsqu'il a créé son iPhone, bien, Steve Jobs, lui, n'a pas eu la même façon que Mike Lazaridis avait utilisée avec son travail d'équipe. Bien, il s'est fait proposer plein de choses. La dissonance cognitive, là, c'était vraiment au plus haut point. Et puis, Steve Jobs, lui, il a écouté. Il a pris le temps d'écouter les nouvelles idées, les ajouts qu'on lui proposait pour l'iPhone, parce que c'est pas son idée de départ avec l'iPhone n'était vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui, l'iPhone. Euh, Souvenez-vous, quand il est sorti l'iPhone, il y avait des mises à jour quotidiennes. Ben, c'est qu'il y avait vraiment de l'évolution qui se faisait dans sa pensée, dans sa façon de travailler. Il était définitivement méfiant au départ, mais il a donné la chance à ses employés de se faire valoir, puis d'écouter, puis toujours en offrant un certain cadre. Steve Jobs a fait vraiment, ben, on peut pas, on le sait tous qu'aujourd'hui, les iPhones est rendu au 14, le 15e, il s'en vient, la version. Donc, je pense que si on compare les deux, Mike Lazaridis avec le BlackBerry puis Steve Jobs, c'est un exemple, parce que c'est deux exemples que moi et Greg, on a retenus en lisant le livre. On disait, hey, ben ça, vraiment, c'est les deux opposés. Et puis, ben, comme direction, ben, on doit être en mesure de travailler un peu comme Steve Jobs, n'est-ce pas? Puis nous, dans notre façon de faire, quand on amorce une année scolaire, là, on est rendu peut-être au mois de novembre, mais on a toujours des occasions pour notre développement professionnel de dire, hey, il faut que je prenne le temps pour moi de cheminer dans mon année scolaire, mais prendre le temps de se consacrer à de la lecture, à de la formation, à des exercices peut-être d'équipe, mais pour s'aider comment je dirais, à évoluer, à grandir dans notre travail, dans notre façon de faire comme direction d'école, que ce soit avec des parents, avec des enseignants, avec des élèves, on est toujours confronté à des situations semblables. Puis, il y a une citation qu'on a retenue, le meilleur enseignant est aussi élève. Bien, le meilleur directeur aussi peut être élève, n'est-ce pas? Donc, moi, je peux juste vous dire que cette image-là m'a vraiment accroché lorsque j'ai fait la lecture du livre. Les choses les plus agaçantes, parce qu'on a plusieurs personnes, on fait face à plusieurs personnes qui résistent à notre façon peut-être de traiter une situation quelconque. Les choses les plus agaçantes qu'on dit au lieu de réviser son point de vue, ben c'est toujours toujours comme ça qu'on a fait, puis on va le faire encore comme ça. Ah, c'est trop compliqué, ne perdons pas de temps avec ça, on le sait comment faire. C'est pas ce que me montre mon expérience, puis cela ne marchera jamais. Regardez là, la façon dont on peut réagir face aux nouvelles idées des fois qui nous sont proposées par on va dire, le personnel, exemple. Donc, c'est un dilemme que l'on doit toujours, je dirais, surmonter dans nos activités quotidiennes.
Et puis, on passe ici, oui, juste le dernier point au niveau de la réalité naïve. Et puis, ça vient, si vous ne le connaissez pas, la personne est extraordinaire. Il est décédé aujourd'hui, c'est un grand mathématicien, mais aussi un grand penseur. Il y a énormément de citations. La personne est géniale. Et puis, il apporte ici une mise en garde au niveau de la réalité naïve. Et puis, il nous dit ici, là, regarde, là, trompez-vous pas, là. Vous êtes la personne la plus facile à tromper, faute de vos perceptions. Donc, c'est un genre de mise en garde, de soyez attentif lorsque les gens proposent des choses. Tu dis, ben voyons, ça ne fait pas de sens. Prends le temps. À cause, peut-être, c'est toi, dans ta réflexion ou dans ta perception, que tu te trompes. Et puis, je poursuis encore avec une 5e stratégie pour justement faciliter les transitions ou encore faciliter la nouveauté. Lorsqu'on verbalise ici ou on entame une nouvelle initiative, c'est de le proposer comme un continuum. C'est de quand même d'apporter que c'est notre prochaine étape. Donc, voici ce que nous en sommes comme personnel, comme communauté scolaire, et voici la prochaine étape dans le processus du continuum ici. Et puis, les gens ont beaucoup tendance à accepter lorsqu'ils comprennent que c'est la prochaine étape dans la composante des apprentissages ou du continuum. Et puis, je poursuis aussi avec la prochaine qui est encore une mise en garde. Évidemment, là où ce qui règne une harmonie, faut évaluer. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien lorsqu'il y a une harmonie. À cause, il y a un risque qu'il y a une indifférence. Et puis, il faut vraiment évaluer cette composante-là. À cause, s'il y a un engagement des membres du personnel, ils vont vouloir apporter leurs idées qui peuvent être divergentes et puis aussi qui peuvent venir déstabiliser ce on contemple comme une harmonie. Puis encore, ça revient à la dissonance cognitive, un déconfort ou un malaise ici, si vous voulez. Et puis, je poursuis ici avec un constat qu'ils ont fait, super intéressant. Encore, ça vient de Fessinger. Les gens qui sont désagréables sont aussi souvent critiques, sceptiques et difficiles. Ce qui est intéressant, c'est aussi les mêmes caractéristiques nécessaires à devenir un ingénieur ou un avocat ou une avocate ou autre personne qui doit faire ici, à l'intérieur de ça, des analyses. Et puis, j'ajoute que le conflit et la différence d'opinion, ça les motive. Eux autres aiment rien de plus qu'avoir ce débat-là. Puis on a tous au sein de notre personnel. On a tous rencontré ces gens-là qui aiment continuellement le débat. Et puis on les... Donc, difficile, c'est pas ça, c'est ce qui les motive. Ils aiment justement, et puis nous, lorsqu'on le reconnaît, on l'encourage. Ça nous permet aussi de grandir dans nos connaissances et puis aussi d'évaluer des possibilités. La prochaine diapo, je vais vous laisser le lire, à cause c'est aussi un comportement humain très commun. Souvent, on va s'associer aux gens qui nous lancent des fleurs ou qui disent « Ah, mon Dieu, incroyable, on ne sait pas ce qu'on ferait sans toi dans tes fonctions. » Et puis, on aime s'entourer de ces gens-là. Mais vous savez que les études démontrent clairement que ça augmente le risque de se retrouver dans un cul-de-sac, de se retrouver justement dans une composante où on doit rebourser sur le chemin.
autant qu'on aime entendre les éloges, comment que les choses vont bien, ce n'est pas ces gens-là qui vont nous donner les drapeaux dans le processus. Et puis, il faut être très, très conscient de ces réalités-là, autant qu'on aime se faire valoriser, louanger, il y a des risques. Et puis, on doit les comprendre. Paul? Oui, si on fait le parallèle avec notre travail de direction d'école, exemple en pédagogie, on peut arriver à certains moments donnés où on doit avoir certains messages qui nous viennent d'ailleurs, puis d'ailleurs, je parle peut-être du ministère, du conseil, puis c'est d'être capable de, si nous autres, on a un plan, mais il risque d'être questionné puis d'être mis au défi par nos équipes. Je ne sais pas, on peut aller, quand on travaille en CAP, quand on travaille en équipe école avec nos enseignants ressources, que ce soit en enfance en difficulté ou quoi que ce soit. Les bons leaders, ce sont des personnes, je fais toujours le parallèle avec Steve Jobs. On va dire qu'on est tous des Steve Jobs dans notre travail, mais il faut être capable de créer cet espace-là où la critique peut être acceptée puis elle doit être perçue comme constructive. Parce que si on est trop pris dans notre plan, par exemple, dans notre plan d'école qu'on a rédigé en début d'année, puis on n'ouvre pas la porte à de la critique constructive, bien, notre leadership il devient plus faible si je compare avec ce que Greg disait tantôt. C'est important d'être ouvert à ça. Même avec ce que Paul vient de proposer, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la Pentagone, Maison-Blanche, NASA ont justement mis ensemble des équipes que leur seule raison d'être est de critiquer les décisions proposées par l'ensemble de la Pentagone, Maison-Blanche ou la NASA pour justement voir s'il y a des failles dans le plan, le processus ou encore les objectifs. Et puis, évidemment, ils veulent voir le 360, puis c'est ce que ça fait. Lorsqu'on s'expose à des gens qui n'ont pas peur de questionner, de critiquer, de poser des questions, ben, ça nous force de justement faire des analyses, puis des fois, des analyses peuvent être faites de façon collaborative. À ce moment-ci, oui, à ce moment-ci, je regarde le temps filé, il est 43, on est jusqu'à peu près à 50. On arrive vers la fin de notre présentation, mais j'aimerais ça, s'il y en a qui ont des pratiques gagnantes, des stratégies gagnantes, lorsque, exemple, on se prépare à un CIPR, on se prépare à une rencontre de parents qui pourrait peut-être être plus une rencontre à défi, je vais l'appeler comme ça. Une rencontre du personnel où on sait qu'il y a certains points qui pourraient nous amener à possiblement déraper. Y a-t-il des stratégies parmi nos participants qui, hey, ça là, c'est gagnant, puis j'aimerais ça le partager. On a quelques minutes. Guillaume, tu as quelque chose que tu voudrais nous partager? Mais ça fait 4 minutes, je n'ai pas parlé, donc là, j'étais plus que dit. Non, c'est pas vrai, je reste attentif depuis le début de la belle présentation. C'est tellement intéressant ce que vous parlez, puis ça me fait penser à une ressource. J'ai tenté de retrouver la ressource en question. C'était plus un article sur Apple. Et qu'eux autres, ils disaient, tu sais, vous avez fait allusion avec Steve Jobs, puis comment est-ce qu'ils veulent être autocritiques. Puis là, vous venez de parler du Pentagone, la Maison-Blanche, la NASA, qui dit il ne faut pas qu'il y ait de failles. Il faut avoir une équipe qui va être critique par rapport à ce qu'on sort. Est-ce qu'on a pensé à tout, etc. Mais dans l'article en question, il disait qu'Apple, il faisait venir, admettons, des gens dans leur équipe. Puis là, il disait, OK, là, ce produit-là
vous devez le critiquer. Le moment que quelqu'un disait « c'est super, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Merci, leave. » Tu ne contribues plus, tu ne peux pas apporter plus, va-t'en. Puis c'est intéressant de voir parce que, règle générale, puis vous l'avez dit, dans le monde de l'éducation, etc., on dirait qu'on a tendance à s'associer avec notre équipe. Puis on se souvient de Bono qui parlait des différents chapeaux, etc. Et des fois, on a tendance à s'éloigner des black hats. Les gens, mettons, qui vont dire « Oui, mais là, on veut organiser. » Vous avez parlé. Puis là, je reviens avec le monde scolaire, mais je voulais juste dire comment c'est intéressant. Puis le lien que je fais, on a parlé, là, Paul t'a fait allusion avec l'enfant sentif. Des fois, avec certains élèves, si on a des classes distinctes dans nos écoles, aussi on a un élève, un Guillaume qui est plus dérangeant dans une école, bien, des fois, on a tendance à vouloir le mettre de côté. Et là, il y en a qui vont peut-être être sensibles à ça. Puis il y en a d'autres, un peu comme Sylvie a dit tantôt, ben, je suis un peu sensible à ça, mais les autres, ils ont tout l'air à vouloir le mettre dans le brancard ou, admettons, de le mettre dans un cabanon. Fait qu'on va peut-être aller là, mais on voudrait peut-être l'aider. Mais ceci étant dit, d'être à l'écoute, puis moi, ce que je retiens également, que vous avez dit, c'est de prendre le temps. Si on parle d'une nouvelle initiative ministérielle, vous l'avez dit, la recherche, puis on le voit sur le terrain, hein, quand il y a une nouvelle approche, j'étais juste habitué, là. Pourquoi qu'on change encore, là? C'est pas le fun, ça, là, etc. Mais si on prend le temps, puis tu sais, des fois, on dirait, on va aller vite, on se dit, ben, on ne prendra pas nécessairement le temps, mais je pense que sur le terrain, il faut prendre le temps, nous et toute notre équipe, de dire, ben, voici ce que ça peut, puis etc. Puis écoutez, tu sais, mais qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Là? Je finissais pas ma phrase. Mais ce que ça peut apporter de plus, puis d'être à l'écoute des gens, je pense que c'est un temps tellement investi qu'après ça, les gens vont vouloir s'investir à la suite parce qu'ils vont savoir bien, la raison pour laquelle on met une nouvelle approche ou une nouvelle initiative. Tantôt, on a eu la formation avec le nouveau programme cadre en sciences. Mais si on prend le temps avec notre équipe, le décortiquer, tout ça, mais des fois, on manque de temps, mais voici le nouveau programme. C'était des quelques réflexions, mais très rapides. Bien, merci beaucoup, Guillaume, de ton partage. Puis, je pense également, je t'écoutais très bien, Guillaume, mais je vois aussi le commentaire de Pauline qui dit ben, c'est un peu sociétal aussi. On a toujours vécu dans ce mode-là, mais je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir puis de voir comment on travaille avec nos équipes et tout ça. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Pauline. Oui, bien, je pense qu'à quelque part, je ne sais pas si c'est une question de notre langage qui a changé ou la façon que les gens communiquent, mais c'est juste moi qui fais le commentaire, là, prenez-le pour ce que c'est, mais dans la société, je trouve que souvent, lorsqu'il y a des opinions divergentes, on saute tout de suite à l'attaque de la personne. Qui a l'opinion différente de nous. Puis, ça fait en sorte que ça ferme les discussions parce que, bon, personne aime se faire attaquer. Donc, on ne débat pas les idées nécessairement. Puis, tu sais, évidemment, je généralise, mais ce phénomène-là vient changer la façon qu'on gère les conflits parce qu'on veut éviter toute cette négativité-là. Puis au point où on va éviter des conversations qui ont besoin d'avoir lieu. Puis j'aime votre liste qui figure à l'écran tout de suite. Je pense à des rencontres de CPR, des rencontres avec des parents. Puis évidemment, puis c'est la partie qui me manque le plus d'être à la direction, c'est ce contact-là avec les parents qui arrivent avec leur enfant qui est l'amour de leur vie, là, puis ils sont là pour recevoir ton appui, recevoir tes conseils comme direction, puis souvent pour critiquer aussi certaines initiatives ou quoi que ce soit, puis ces discussions-là peuvent être très riches, mais surtout quand on prend le temps, tu sais, de penser à nos propres biais en rentrant dans la discussion. Puis, en tout cas, je pense que comme société, on a perdu un petit peu cette capacité-là d'avoir de bons arguments qui
sont respectueux. Pauline, Fait que, tu mon opinion. me rappelles l'importance que lorsque j'accueillais, quand on accueille des parents à l'école, là, puis ils s'en viennent parler de nos enfants, là, de leurs enfants, je veux dire, les parents nous offrent ce qu'ils ont. Leur enfant, c'est ce qu'ils ont de mieux, ce qu'ils ont de plus riche, ce qu'ils ont. Écoute, Le plus cher. On est des collaborateurs pour aider au progrès de leur enfant, au succès de leur enfant. En tout cas, on pourrait en jaser longuement. Monia, Oui. mais même chose, Monia, tu mentionnes que l'importance d'avoir une rencontre pour bien se préparer avant les CIPR. Pas de décider tout à l'avance, parce que quand c'est tout décidé à l'avance, bien là, ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose, mais d'être ouvert. En tout cas, je lis ça. Je vois l'heure aller. Greg, il est 10h50, mais on a encore quelques petites diapositives. Je te laisse aller. Merci. Oui. Ben, je ne sais pas si Monia, tu voulais dire quelque chose. Allô? Et vas-y, tu peux y aller. Allô, Paul. Non, c'était pas vraiment pour ajouter. C'était vraiment juste, c'est ça. Je pense que c'est important de consulter les gens, surtout dans les réunions du personnel mensuel. Quand ils se sentent consultés, les idées apportées, ils peuvent en avoir des bonnes, des moins bonnes, peu importe qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Mais je pense que c'est vendeur aussi si on veut ramener des choses dans nos écoles, puis on veut continuer à avancer sur des initiatives, sur des projets. Donc, quand ça vient d'eux, des fois, c'est de le faire en petits groupes d'abord. Fait que c'est sûr que peut-être les petits groupes, il y en a des petits groupes qui sont plus positifs que d'autres. Mais je pense que c'est d'accepter, peu importe, accepter chaque rétroaction, prendre note de chaque rétroaction, de montrer qu'elles ont tous une valeur. Et je ne prends pas juste note de certaines. Je prends note de toutes les rétroactions et de tous les commentaires. Donc, je pense que c'est même si on ne prend pas leur idée en fin de décision, on ne prend pas toutes les idées, on va en prendre certaines qui semblent fonctionner. Au moins, ils sentent qu'on est à l'écoute. Puis il y a des raisons. Tu peux expliquer les raisons pour lesquelles on ne va pas avec certaines idées ou certaines suggestions aussi. Là. C'est peut-être juste pas le bon timing. Ouais. C'est tellement pertinent ce que tu dis là, Monia. Puis, je pense que comme direction, on évolue là-dedans. Avec l'expérience, on apprend. Puis, super beau commentaire. Greg, je vous rappelais qu'on a peut-être un 10 minutes de flexibilité. Ça fait qu'on peut continuer un petit peu, là, mais c'est juste pour vous donner le temps de vous brancher au prochain atelier. J'en vois-tu, y en a-tu d'autres questions ou d'autres commentaires? Paul, passe à la prochaine tuile à cause. C'est l'auteur. Parfait. Vas-y, mon Nick Greg. Rackham, je vous partage le nom. Nick Rackham, il a étudié justement les grands négociateurs. Il mérite d'être lu. La personne est géniale. Dans notre poste de direction, on est continuellement, qu'on le veuille ou non, on est continuellement en négociation. Continuellement, juste faute de ce que ça représente. Et puis, lui énonce justement les stratégies ici. Et puis, il ne faut jamais s'imposer, il faut écouter attentivement, il faut poser beaucoup de questions, Et puis, lorsque on est divergent, il faut essayer de trouver des endroits de similarité ou de commun, dans la mesure du possible. Et puis, je voulais absolument que vous ayez au moins le nom, Nick Rackham, et puis je vous promets qu'il va bien desservir dans votre poste de direction. Paul, je te laisse le prochain. Oui, bien écoutez, lorsqu'on discute de peu importe le sujet, CIPR, pédagogie ou quoi que ce soit, je pense que c'est important de d'appuyer notre argument avec des preuves, mais on peut en donner, tu sais, à un moment donné, si on en donne trop, je ne dis pas que c'est pas bon, mais ça peut des fois, tu sais, alimenter des arguments contradictoires. Ça fait qu'il faut être, comment je dirais, habile dans le choix de nos preuves puis de nos points qu'on apporte à nos équipes. Puis, je poursuis avec l'autre, mais il faut, puis je pense que c'est Pauline tout à l'heure qui me disait, je pensais à cette diapo-là quand Pauline parlait tantôt.
ben, il faut éviter une approche d'être attaque-défense et plutôt leur poser des questions, comme Greg disait, pour essayer de voir que, ben, de les faire sentir qu'on les écoute, comme Monia disait tantôt, comme si on ne les écoute pas, puis on s'en va avec notre plan, ben écoute, c'est voué à l'échec en partant, je crois. Donc, je pense que c'est important de ne pas avoir une approche attaque-défense, puis je pense que cette image-là, j'espère que vous allez la retenir, c'est une image qui vaut mes mots. Absolument. On peut passer peut-être à la dernière, Paul. Tout simplement, on a les couvertures des livres ici. Je l'ai déjà identifié ici, les endroits communs, le questionnement. Moi, je l'ai lu dans la langue que l'auteur a écrit, c'est mes tendances, pour ne pas avoir de nuances. La personne est extraordinaire, comme on vous a dit plus tôt, est rentré lorsqu'on a communiqué avec, il a répondu immédiatement, et puis il est ouvert, qu'on sert continuellement de ces idées. Si vous aimez ces idées-là, je vous encourage énormément. Daniel Kahneman, Robert Sapolsky, Behave, Kahneman, Noise ou encore Think Again, Thinking Fast and Slow, excusez, et puis Leon Lessinger. Ce sont tous des individus qui viennent qualifier les comportements humains, puis on a mentionné Covey plus haut. Covey s'inspire beaucoup de Fessinger. Donc, écoute, on vous remercie sincèrement. Écoute, le sondage d'appréciation est là. Et puis, on vous encourage de répondre, de nous donner de la rétro. Et puis, nous aussi, moi puis Paul, on est toujours en apprentissage. Donc, on apprécie énormément des commentaires et puis on est des directions chevronnées longue date. Donc, on a tout entendu dans notre carrière. Donc, gênez-vous pas à nous donner la rétro. Paul, je ne sais pas si tu avais un dernier mot. Bien, écoutez, si on a atteint notre objectif, si jamais vous arrivez demain face à face avec je sais pas moi, un parent ou un enseignant qui vous questionne puis qui vous déséquilibre. Si vous retenez seulement des petits points de notre atelier, ben, je pense qu'on aura atteint l'objectif. Puis moi, je vous dirais que Greg et moi, on s'est parlé à l'été, puis depuis qu'on l'école est recommencée en septembre, mais je l'ai partagé, Le pouvoir de la pensée flexible, ce livre, avec une collègue qui a dit, ben Paul, ça n'a pas de sens. Ce livre-là, ça se lit comme extrêmement vite, et c'est d'actualité. Fait que tant mieux si vous êtes en mesure de mettre la main sur ce livre-là. Moi, ça m'a fait réfléchir. Puis c'est pour ça qu'on a créé ce petit atelier-là. On voulait vous partager cette passion-là qu'on a eue à lire ce livre-là. Fort intéressant. Sur ce, bien, j'espère que le colloque sera vous motiver, vous allumer, être un catalyseur pour votre journée de vendredi demain. Voilà, merci beaucoup. Merci de vous être présenté à notre atelier, puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Salut, Monia. Wow. Petite question, dans le sondage, la question 3, ça dit le titre de l'atelier. C'était, ta minute, je vais te le dire, Guillaume, là. Je vais te le revenir avec ça. Le titre de l'atelier, c'était renouveler son opinion, une pensée flexible. Renouveler sa pensée, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. OK. OK. Hein, je ne me souvenais même pas du titre de la présentation. Ben, moi aussi, puis là, j'essaie de voir. Je n'ai pas l'air à le trouver. Excellent, merci encore, puis bravo, chapeau, chapeau. Bonne journée. C'est beau. Merci beaucoup.